Welcome on behalf of the European Centre for Modern Languages. Bienvenue, the Council of Europe. bienvenue, c'est un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue. J'ai le plaisir de vous accueillir au webinaire La médiation dans l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation. Je m'appelle Susanna Slewensky et je suis directrice adjointe du CELV. Maintenant, commençons. Certains d'entre vous sont peut-être de vieux amis du CELV, d'autres sont des nouveaux venus. Si vous êtes nouveau, vous vous demandez peut-être quel type d'institution est le CELV, que fait le CELV et quel est son lien avec le travail du Conseil de l'Europe. Pour planter le décor de ce webinaire, permettez-moi de vous présenter quelques aspects clés. Le Conseil de l'Europe a pour mission de renforcer les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Vous vous demandez peut-être pourquoi le Conseil de l'Europe, en tant qu'organisation intergouvernementale et politique, inclut l'éducation et en particulier l'enseignement des langues parmi ses principaux domaines d'activité. La réponse est simple. L'éducation contribue à ancrer fermement les valeurs démocratiques dans les sociétés européennes. Et l'enseignement des langues est au cœur de l'éducation à la démocratie. En termes simples, il n'y a pas d'éducation sans langue. La langue est la clé d'un dialogue constructif, tant au sein des communautés locales qu'au-delà des frontières. Si vous souhaitez approfondir ces questions politiques, je vous conseille de lire la recommandation du Conseil de l'Europe sur l'importance de l'éducation plurilingue et interculturelle pour la culture de la démocratie. Selon vous, existe-t-il un lien entre la qualité de la démocratie et la qualité de l'enseignement des langues? Nous ne pouvons pas avoir cette discussion maintenant, mais n'hésitez pas à partager vos réflexions dans le chat. Examinons maintenant de plus près le rôle du CELV. Le CELV soutient la mission du Conseil de l'Europe à travers son programme actuel intitulé « Les langues au cœur de la démocratie ». L'objectif de toutes les activités de ce programme est d'encourager les experts linguistiques de nos 36 États membres à s'engager dans la mise en réseau européenne et la réflexion innovante afin de rendre l'enseignement et l'apprentissage des langues plus motivants et plus attrayants. Les projets actuels couvrent des thèmes tels que le bien-être plurilingue, l'intelligence artificielle et la citoyenneté mondiale dans l'enseignement des langues. Et nous explorons comment la médiation peut être mise en œuvre dans l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation. La médiation est clairement un concept très puissant pour la culture de la démocratie et je reviendrai sur cette notion dans un instant. Je ne voudrais pas manquer l'occasion de vous encourager à consulter le site web du CELV qui offre des ressources gratuites et de grande qualité aux praticiens, enseignants, formateurs d'enseignants et concepteurs de programmes. Il y a là notamment des guides et des exemples de bonnes pratiques pour des classes multilingues et inclusives. Et voici une demande à ceux d'entre vous qui sont de vieux amis du CELV. Avez-vous une ressource préférée? Si tel est le cas, partagez le titre et le lien dans le chat pour inspirer vos collègues. Mais passons maintenant au thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la médiation dans l'enseignement des langues? Comment les activités de médiation en classe favorisent-elles l'inclusion et la collaboration? Les compétences en matière de médiation sont-elles particulièrement pertinentes aujourd'hui, à une époque marquée par des défis sociaux et politiques majeurs? Je suis vraiment ravi de vous présenter nos intervenantes, Maria Stathopoulou et Martolini Liondou. Maria a coordonné le projet du CELV Médiation dans l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation, et Magdalini était membre de l'équipe d'experts. Ce projet s'inscrivait dans le cadre du programme 2020 à 2023 du CELV intitulé « Inspirer l'innovation dans l'enseignement des langues ».
Et toutes deux sont également des membres actifs de l'équipe d'experts du CELB qui propose des activités de formation et de conseil dans les États membres. Un format très apprécié qui offre un soutien pour la mise en œuvre d'un large éventail de ressources du CELB. Dans le cas présent, l'équipe d'experts organise des ateliers visant à mettre en pratique les concepts clés du volume complémentaire du CECR, tels que la médiation. Nos experts vont maintenant partager leurs idées sur l'intégration de la médiation dans l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation, afin d'améliorer les compétences en communication interlinguistique. Merci de partager votre expertise. Et à vous, Maria. Un excellent après-midi à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce webinaire, le webinaire intitulé Profiter de la médiation, outils, tâches et perspectives de l'évaluation. Je suis vraiment ravi de voir un nombre tellement élevé de collègues et de professionnels en Europe et en dehors. La médiation est vraiment au cœur de toute communication et éducation plurilingue et inclusive. Ici, on voit par exemple un monde qui est vraiment entrelacé et où on essaie de combler les lacunes entre les perspectives, etc. Et ça, c'est absolument nécessaire pour nous. Pour nous, dans le projet METLA, la médiation est quelque chose de très, très impressionnant, un voyage impressionnant et très réconfortant, une grande expérience pour nous et nous sommes vraiment très, très contentes de faire partie de cette famille du CELB parce que c'est vraiment étroitement lié à notre travail. Notre présentation aujourd'hui connaît trois parties. On commence par le concept de médiation, de quoi s'agit-il, comment est-ce qu'on a vu son évolution dans le volume complémentaire du CER et quelles sont les difficultés et perspectives pour mettre en place des exemples et ressources concrets pour les classes. Et enfin, on parlera de la médiation et comment elle peut être évaluée tout en offrant des idées concrètes que les enseignants peuvent adapter à leur contexte respectif. Et on va essayer d'informer également que la médiation n'est pas uniquement une activité langagière, mais également une attitude, une ouverture d'esprit et de la citoyenneté active. Donc, merci beaucoup pour bien vouloir faire ce voyage avec nous. Ici, on a inclus quelques exemples d'une communication quotidienne. Regardons-les. Un touriste essaie de trouver des infos dans une ville étrangère et veut connaître le sens d'un certain panneau. Puisque le touriste ne comprend pas ce panneau, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de relayer cette information pour que le touriste comprenne. Autre exemple, un ami parle des infos d'un article d'un magazine dans une autre langue pour, par exemple, avertir quelqu'un contre les risques du tabagisme. Ou un élève parle à son camarade dans une langue commune sur une source audiovisuelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce que ceci implique? Dans ces cas de figure, on fait vraiment de la médiation active. Et on voit ici dans cette bulle verte, quand on fait appel à de la médiation, on fait ceci quand on doit, par exemple, rendre des infos accessibles à d'autres qui trouvent difficile de comprendre le discours oral ou écrit. On doit peut-être expliquer une partie de ce qu'on dit ou écrit pour relayer un message ou plusieurs messages dans une langue que la personne pour laquelle on travaille comprend. Qui donc est le médiateur? Le médiateur est quelqu'un qui facilite la compréhension entre des parties qui autrement ne se comprendraient pas.
Et ceci dans ces exemples qu'on vient de voir. Elle ou il facilite l'accès à des connaissances nouvelles. Et il ou elle est un intermédiaire, si on veut, entre les cultures, les langues, les discours et les textes. Et transmet des infos sur le texte source à quelqu'un au sein de la même langue. Ça, c'est la médiation dite interlinguistique ou dans une autre langue. Et ça, c'est la médiation interlinguistique ou interlangue, comme on dit. Ceci donc pour combler les lacunes de communication grâce à des stratégies de médiation. Donc le premier cas, c'est la médiation interlinguistique, intralinguistique plutôt, et l'autre c'est la médiation interlangue. Et un médiateur n'est jamais neutre, mais un participant actif dans une rencontre communicative avec une attitude responsable envers le texte source. La médiation interlangue, de quoi s'agit-il? Comme on l'a vu, on fait de la médiation à travers les langues quand quelqu'un doit accéder à des messages dans une langue qu'on ne comprend pas. La médiation fait partie des compétences plurilingues de quelqu'un parce que ceci implique également la co-construction du sens à travers les frontières linguistiques. Et ceci implique tout un éventail d'aptitudes, réception, écoute et lecture, production, c'est l'écriture et l'oral, et également l'interaction. Par exemple, également les paraphrases qu'on utilise comme également, par exemple, le langage corporel. Et ensuite, on soutient l'inclusion, la collaboration et également le scaffolding cognitif. De quoi s'agit-il ici? Ça, c'est quelque chose où on essaye d'y réagir dans le projet METLA. De quoi s'agit-il? C'est tout d'abord l'extraction sélective d'informations par le médiateur d'un texte source dans une langue pour relayer telle information dans une autre langue avec l'intention de combler les lacunes de communication. Ensuite, on voit que c'est également un processus de transformation parce que l'information sur le texte source n'est pas uniquement transférée au groupe cible, mais également transformée pour cadrer bien avec le contexte nouveau du texte cible. Ensuite, l'utilisateur doit être en mesure de se servir de plusieurs stratégies de médiation pour permettre ce transfert et cette transformation. Donc, c'est une activité sociale dont le produit n'est jamais en isolement par rapport à la situation qu'on produit. C'est pourquoi on parle d'un processus qui lie le social et l'individu. Le CECR, comme nous le savons tous, était vraiment pionnier dans l'introduction de médiation. Ce sont des activités qui ne sont pas couvertes par la réception et la production. Et en 2001, on a eu ces descripteurs de médiation dans le CECR. Au début, il n'y avait pas de tels descripteurs. Après, on les a rajoutés. Et pour aborder cela, on a créé le volume complémentaire, le VCCECR, avec des échelles et descripteurs nouveaux pour la médiation. Il y en a beaucoup maintenant. Il y a également des cas de figure où on peut également combiner ceci avec notre projet. Pour ce projet, on a exploré la première catégorie des échelles de médiation. Comme on le voit ici, des activités de médiation sont subdivisées en 3 catégories. Médiation pour un texte, pour des concepts et pour la communication. Et pour ceci, on s'est concentré sur les cas de figure qui portent sur la médiation d'un texte. Quand on fait de la médiation pour un texte, on transmet à une autre personne le contenu d'un texte auquel il n'aurait pas accès, assez souvent à cause de barrières techniques, sémantiques, linguistiques ou culturelles.
Et comme cela, on trouve des échelles pour le transfert d'informations d'un texte vers un autre texte. Ici, dans cette diapo, on a les définitions spécifiques par rapport aux échelles qu'on utilise dans notre projet METLA et on a traduit ceci en des exemples concrets pour ainsi dire. Tout d'abord, par exemple, on relaie des infos spécifiques. Ça, c'est l'extraction d'informations d'un texte source pour produire un autre texte. Et l'accent ici est sur le contenu spécifique qui est important et pas sur les principales idées qui existent dans le texte originel. Quand on veut transmettre les principales idées, on utilise, par exemple, plusieurs types de textes. Et ici, on a ceci également, et ceci porte sur les présentations qu'on a dans des chartes, dans des diagrammes. I'm sorry, there is some background noise coming from the ECMO, so if Il faut somebody juste fermer un micro. close the microphone. Quand on traduit un texte, on utilise donc ces descripteurs. Ici, on continue avec la prochaine diapo. On a également des stratégies de médiation. Pour cela, on a des stratégies que le médiateur utilise pour expliquer un concept nouveau, pour élaguer un texte, par exemple, pour utiliser des paraphrases, tout ce qui est nécessaire et toutes ces stratégies dont on a besoin pour une médiation réussie. Ici, le projet METLA. Les résultats, on les voit ici et je vais les couvrir pas nécessairement en détail parce que vous pourrez télécharger tout ceci. Tout d'abord, on a le guide pédagogique et le second élément, c'est un inventaire avec des tâches de médiation qu'on peut télécharger et utiliser avec vos apprenants. Il y a également un site Internet avec des ressources et supports pour des enseignants, des exemples de la médiation interlangue et avec des exemples également. Quels sont donc les principes fondateurs de METLA? Tout d'abord, on respecte les langues d'origine et les cultures d'origine des apprenants. L'hétérogénéité est perçue comme active et on respecte toutes les langues. On soutient l'intégration linguistique et culturelle. On propose une approche plurilingue et on souligne l'importance des activités de médiation interlangue avec l'intégration de différentes langues et différentes tâches pour différents buts. Les activités de médiation interlangue dans notre projet veulent l'emploi parallèle de langues en classe. Et on peut utiliser ceci pour ramollir des frontières linguistiques et culturelles. Il y a beaucoup de défis, mais également beaucoup d'avantages. Ici, Magda nous parlera du projet METLA et des résultats. Merci, Maria. Comme Maria vient de mentionner, on a eu 3 principaux résultats dans le projet METLA. Tout d'abord, ce guide pédagogique. Et dans ce guide pédagogique, vous trouverez une ressource pour les enseignants de primaire et de secondaire qui veulent introduire la médiation interlangue et on peut télécharger ceci et c'est accessible à titre gracieux
pour tout le monde. Donc là, on trouve des infos sur la théorie et la pratique de la médiation, des exemples des tâches de médiation en différentes langues, puisant dans le VCCECR, comme Maria l'a dit. On a dans ce projet 4 pays et 8 langues, et on trouve également donc des matériels de différentes langues, des tuyaux, des idées, des suggestions pour la différenciation à travers les contextes. Donc ici, un exemple d'une page ou de 2 pages du guide pédagogique, et on voit là que c'est un outil très interactif avec des exemples, beaucoup d'exemples, et les exemples également en plusieurs langues. Deuxième résultat, mis à part le guide pédagogique, c'est cette banque de données de tâches du projet METLA. Là-dedans, on trouve des leçons et plans d'enseignement ou de leçons. On peut les prendre telles quelles pour les adapter au travail dans vos classes respectives. Comment est-ce que ça marche et qu'est-ce qu'on trouve? On peut étudier, explorer plusieurs sujets, on peut choisir les langues, ou bien on voudrait peut-être adapter ceci selon le niveau de compétence langagière de vos apprenants. Et là également, on voit quelle est la configuration de cette banque de données et comment les ressources sont présentées. Quelles sont donc les idées, les buts des tâches de médiation interlangue? Tout d'abord, on veut développer des attitudes positives envers d'autres langues et cultures. On veut que les apprenants utilisent leurs compétences langagières et communicatives plurilingues et pluriculturelles. On veut que les apprenants développent des stratégies de médiation, comme montré déjà par Maria, et on veut améliorer les aptitudes langagières en langue étrangère. On promeut également l'autonomie de l'apprenant et on développe les compétences transversales et du 21e siècle. Et ceci permet aux apprenants de communiquer dans une variété de rencontres communicatives. On a donc le guide pédagogique et la banque de données et on trouve les deux à notre site internet. Et avant de parler du troisième résultat, je dois juste vous dire que dans la banque de données des tâches METLA, vous trouverez des sujets spécifiques, sujets qui sont vraiment réalistes, donc basés sur la vie réelle. On peut les adapter très facilement. Ceci pour chacune des leçons et c'est du travail collaboratif. Et on se sert de toutes sortes d'éléments multimodaux, technologies, des genres différents, tels que des textes écrits, courriers électroniques, articles, tout est disponible parce qu'on l'avait conçu pendant la pandémie et on a donc vu que ceci est vraiment nécessaire pour tout type de texte. Ça, c'est un exemple d'une leçon et on a tout d'abord le type de tâche, le niveau de compétence et les descripteurs et échelles qu'on a utilisés. Quelle langue a-t-on utilisé? Et après, l'un après l'autre, on voit les étapes individuelles pour intégrer ce plan d'enseignement. On donne également des tuyaux et consignes séparées si on veut adapter ceci. Vous en avez certainement plusieurs adaptations possibles. Ça, on le trouve au site Internet et ce site web connaît donc 5 sections principales. Tout d'abord, on explique la médiation. Après cela, on regarde la médiation et le CECR, VC. Après, les tâches concrètes de médiation et il y a également le coin du prof où on trouve les matériels pour le travail en classe. Ici, donc, médiation et des ressources et supports pour enseignants et également des liens à la banque de données.
Si vous voulez du soutien approfondi, vous avez également un quiz d'auto-évaluation où vous pouvez tester votre compréhension, choisir des questions et réponses. Et ici, on en arrive à les questions fréquemment posées. Nous pensons que c'est une bonne idée de déjà fournir des réponses à ces questions-là et également un glossaire avec les termes clés. Et à toi, Maria? Oui, maintenant, je pense qu'il serait convenable de partager avec vous quelques idées pour voir comment on construit les tâches de médiation interlangue. Comment on fait ceci? Et là, on voit un genre de planification pour la médiation. La première question posée par une enseignante, un enseignant, enseigner ou tester. Ensuite, on définit les objectifs de la leçon et on décide des sujets et types de tâches. Ensuite, on choisit ou adapte les énoncés can-do du CBCE-CR. On choisit les textes appropriés linguistiquement parlant dans la langue source. On décide des types de textes sources et textes cibles. On écrit des consignes claires pour la tâche, pour un contexte réaliste. Et à la fin, on utilise des checklists METLA ou bien d'autres également pour créer une tâche. Donc, on commence par cette question. Est-ce que c'est de l'enseignement ou s'agit-il d'un test? L'approche et la motivation derrière ces activités qui visent le développement d'aptitudes, de médiation et de stratégies se distinguent de celles qui sont conçues pour l'évaluation ou pour de purs tests. Dans cette présentation, on a donc des exemples pour les deux, pour l'enseigner et pour le tester. La seconde étape, la deuxième étape pour l'enseignant, c'est d'avoir ou de garder à l'esprit la finalité, le but d'une leçon. Donc, on décide des sujets, on décide des types de tâches, types d'activités à être produites sur la base des objectifs spécifiques de la leçon. Et on doit également tenir compte des niveaux de compétences des apprenants en les quelques langues et également des besoins spécifiques et du contexte, donc de la situation respective. Et à la fin, l'enseignant doit également décider si on se concentre sur la production orale ou la médiation écrite. Est-ce qu'on veut produire un texte parlé ou est-ce qu'il s'agit plutôt de la médiation écrite? Ici, ce qu'on voit là, c'est la prochaine étape. Là, on choisit ou adapte les énoncés can-do du VCCECR. Il y a vraiment une multitude, mais quels sont les plus importants? Si on veut, par exemple, se pencher sur l'écriture d'une synthèse, on voit si cette tâche est importante pour le traitement d'un texte écrit. Ça pourrait être le point de départ pour utiliser une telle activité. Et là, par exemple, on dit, je peux faire la synthèse à l'écrit sur les principaux points de texte informationnel sur des thèmes qui sont d'intérêt actuel ou personnel. Un aspect très important pour la création donc d'activités de médiation, c'est qu'on utilise le VCCECR pour voir quels sont les énoncés et descripteurs pertinents. Ensuite, l'enseignant doit choisir des textes appropriés linguistiquement importants et authentiques dans la langue source. Les caractéristiques des textes sources doivent veiller à ce que on conçoive des tâches de médiation qui englobent les éléments suivants: complexité linguistique, complexité cognitive, longueur du texte, organisation ou structure du texte, importance ou pertinence en termes de contenu. Différents niveaux
de maîtrise de compétences donc, qui portent sur des caractéristiques différentes des textes sources. Deuxième élément, toujours sur le texte source, c'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est maintenant le texte cible, évidemment. Et l'enseignant doit décider des types de textes sources et également du résultat. Et l'enseignant a peut-être l'intention de fournir de la pratique, des exemples pratiques, comment on écrit un email dans la langue étrangère. Et donc, le texte cible est dans ce genre, tandis que le texte source peut être un email ou n'importe quel autre type de texte. Donc ça, c'est une démarche importante dans la conception d'un texte, d'une tâche, et ce sont des aspects qu'on doit décider dès le début de la leçon. Bien évidemment, les consignes doivent être bien claires pour créer un contexte réaliste. Ça, c'est primordial dans la conception de telles activités. L'apprenant a besoin d'infos spécifiques sur le contexte de la médiation, le but de la médiation et le destinataire du texte cible. Et ceci pour relayer l'information qui est la plus pertinente, la plus utile ou la plus intéressante. Et là, il y a donc des paramètres dont on doit tenir compte quand on conçoit des activités de médiation. Ici, c'est un modèle qu'on a créé. Dans notre équipe, on peut télécharger ceci, on trouve ceci au site Internet ressources de METLA et ceci vous permet de concevoir et donc c'est dans le format Word, donc on peut l'utiliser très bien et l'adapter facilement. Là, vous trouverez des infos sur les niveaux de compétences, des infos contextuelles et descripteurs également du CECR. On peut définir lesquels on utilise. On voit les langues, les objectifs, on voit les contenus, comme par exemple les aptitudes transversales et ainsi de suite, et également la procédure qu'on peut suivre. Je pense que maintenant, on fait un pas en avant pour parler de l'évaluation de la médiation, et ça c'est pour Magda. Merci Maria. Maria vient de décrire comment on construit des tâches et maintenant on en arrive sur telle base à l'évaluation de la médiation. Qu'est-ce qu'on fait quand on évalue? Ça, c'est toujours un changement de paradigme. On a vu jusqu'ici que les compétences linguistiques et langagières reposent sur des principes monolingues, tandis qu'ici, on change ceci. On a là la véritable communication multilingue et sociale. Et pour faire ceci, on a besoin de pratiques d'évaluation où on reconnaît les répertoires complets des apprenants, leurs compétences culturelles et leurs aptitudes stratégiques. Et ceci pour promouvoir des systèmes d'éducation aux langues plus inclusifs et équitables. Ici, donc, la médiation interlangue et évaluation. Quelques réflexions clés pour vous également. Pourquoi veut-on une telle évaluation de la médiation? On vise l'authenticité, ce qui est important, et ceci crée de l'importance, de la pertinence et également une certaine utilité. On veut l'aspect social de la médiation. Les tâches doivent promouvoir l'inclusion sociale. On met l'accent sur le but à travers des tâches qui utilisent des exemples concrets, authentiques et adaptés à la vie réelle. On fait ceci avec des pratiques alternatives d'évaluation, des portfolios par exemple, des projets et
ceci marche très bien dans la médiation linguistique et interlangue. Et après, on fait appel aux deux volets, c'est-à-dire l'évaluation formative et l'évaluation sommative. Et là, on entre dans un autre domaine qu'on va effleurer maintenant. Ici, donc, la médiation, son évaluation et le projet METLA. On s'est plutôt concentré sur l'évaluation formative. Beaucoup de tâches METLA comportent des activités qui encouragent les apprenants à réfléchir à leur performance. Ce sont donc des outils de réflexion, mais on a également conçu des tâches tests pour notre public. Donc, les aptitudes de médiation interlangue peuvent être testées grâce aux tâches tests de médiation pour, par exemple, synthétiser des infos orales ou écrites dans une langue et présenter dans une autre. Et là, on peut travailler avec les discours et les genres du texte originel pour une certaine finalité communicative. On peut utiliser des infos de sources différentes dans des langues différentes pour produire un texte écrit ou oral. Donc, il y a plusieurs méthodes pour tester la médiation interlangue. Si l'on se penche sur l'évaluation pour l'évaluation formative, on a là la réflexion et l'auto-évaluation. Ici, on a parlé des voyages et là, on a conçu cette liste d'autoréflexion. Pour ce faire, on les a fait penser aux différentes caractéristiques des types de textes, qu'ils utilisent. Et là, il s'agit d'emails et d'infos ou messages informels. Et les apprenants pensent là et réfléchissent au genre qu'ils utilisent, aux méthodes ou manières de parler ou d'écrire et quels sont les défis qu'ils rencontrent quand ils basculent d'une langue vers une autre, par exemple. Comme Maria l'a déjà dit. Qu'est-ce qui se passe si on ne veut pas utiliser l'évaluation formative, mais qu'on veut plutôt penser à d'autres types d'évaluation, comme l'évaluation sommative. Ici, donc, un autre exemple. Ça, c'est pour le niveau C2, tâche test de médiation. Et là, on utilise deux articles écrits de différents journaux. Et là, on a les deux. On a la médiation interlangue et également la médiation intralinguistique. Parce que il y a des infos qu'on relaie en allemand. Elles sont en allemand et on utilise l'allemand. Et dans d'autres cas, on produit par exemple un poster, une affiche, genre donc complètement différent. On doit utiliser donc les synthèses, les paraphrases et l'info originelle, et ceci tout en respectant les conventions sur les genres. Et vous voyez ici la tâche, et ceci vous dit comment on fait de l'évaluation sommative. Donc, deux articles de deux journaux, et ceci sur le système éducatif en France et en Allemagne. Un article est en français, l'autre est en allemand, et les apprenants doivent faire la synthèse, combiner les infos, faire des paraphrases pour produire un texte qui figurera sur une affiche en allemand. Voilà des exemples qui sont assez utiles, nous pensons, quand on fait la différence entre les types formatifs et sommatifs en évaluation de médiation. Et Maria, elle nous parlera de l'avenir brièvement. Oui, tout à fait, Magda. On essaie maintenant de jeter le regard vers l'avenir tout en réfléchissant au passé. Nous pensons que c'est l'intelligence artificielle qui nous accompagne et elle est venue et elle va rester, et on doit l'utiliser également pour les fins de médiation.
Ici, on a 2 ou 3 diapos où on vous soumet quelques questions. Parce que nous pensons que c'est une bonne idée de parler de l'IA quand on parle de la médiation. La toute première question, quels aspects, ou plus en haut, quel est le sens et quelle est l'importance de l'enseignement et de l'apprentissage de médiation dans cette ère de l'IA? Quelle est l'importance, quel est le sens de l'apprentissage et de l'enseignement? Quels sont les aspects de médiation qui restent toujours uniquement et entièrement humains? Empathie, jugement éthique, adaptation contextuelle. La médiation, est-ce qu'on peut l'enseigner de manière efficace en dissociation de l'IA, vu que les apprenants vivent et apprennent dans des environnements IA? Troisième question, une médiation dite non IA. Est-ce que c'est toujours une méthode réaliste pour les communicateurs de l'avenir ou est-ce que ça pourrait devenir artificiel et démodé? Et le but de la médiation, par exemple, compréhension, combler les lacunes de compréhension, perspective, adaptation du sens, est-ce que ça va changer puisque l'IA est déjà responsable d'une large partie du traitement? Et ici, on voit d'autres questions encore auxquelles on pense. Quelles stratégies de médiation sont utilisées par les apprenants et enseignants quand on se sert d'outils IA? En fait, quand on utilise les outils IA comme ChatGPT, des médiateurs machines, si on veut, ils deviennent des métamédiateurs pour interpréter, filtrer, transférer et transformer du contenu produit par l'IA. Assez souvent, on parle là d'un type de double médiation. Les apprenants donc deviennent des médiateurs entre leurs propres connaissances et le contenu fourni par les outils IA. Ces stratégies donc sont utilisées qui les aident à s'adapter à une telle situation. Et l'enseignant doit vivre avec parce que les apprenants, eux, doivent savoir ce qu'ils peuvent et doivent décider ce qu'on garde, ce qu'on omet, ce qu'on change et ce qu'on adapte en fonction du contexte et de la tâche concrète. Et ceci déclenche d'autres questions. Par exemple, quel type de connaissances et de compétences sont nécessaires pour faire de la médiation sur la base d'outils AI? Quelles stratégies sont nécessaires? Filtrage critique, adaptation contextuelle, médiation éthique, droit d'auteur, sensibilité interculturelle, littératie sur les bons prompts. Quelles questions doit-on poser? Quels prompts dans cette ère de l'IA pour avoir un résultat utile? Compréhension, donc pour savoir comment l'IA construit des connaissances et du sens. Littératie collaborative et les outils IA ne remplacent pas la collaboration mais sont un outil pour la médiation humain-humain, homme-homme. Donc, voilà des éléments dont on a besoin, nous autres enseignants et formateurs d'enseignants, pour bien s'adapter à cette ère de l'intelligence artificielle. Et on doit voir comment on peut en profiter en classe. Tout ça, ce sont des aptitudes à développer. Et l'autonomie de l'apprenant, elle, maintenant, obtient une acception tout à fait nouvelle et un sens nouveau. La prochaine question dont on parle ici, comment peut-on enseigner la médiation avec l'IA?
Qu'est-ce qu'on fait si on n'utilise pas du tout l'IA? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est toujours faisable? Les tâches de médiation, comment peut-on les repenser si on veut travailler sans l'IA? Ici, on voit comment on développe des tâches de médiation. Aujourd'hui, les enseignants doivent tenir compte du fait que ce n'est pas uniquement nécessaire de choisir des textes sources pour avoir des tâches réussies de médiation. Ce n'est pas uniquement le texte source qui est important. Ce ne sont pas uniquement les magazines et les livres. On a d'autres sources tout à fait différentes et l'IA fait partie de notre réalité nouvelle. Et les tâches de médiation devraient suivre cette situation nouvelle. Qu'est-ce qu'on dit en matière de formation d'enseignants? Comment les enseignants eux-mêmes peuvent-ils être prêts à mettre en œuvre les objectifs d'enseignement nouveaux pour rendre justice à cette réalité de l'éducation augmentée par l'IA? Comment peut-on former les enseignants pour qu'ils deviennent des médiateurs entre IA et objectifs pédagogiques? Quelles aptitudes, quelles capacités sont nécessaires pour créer des activités de médiation avec l'assistance de l'IA? Et quel est le rôle quand on traite d'une activité de médiation générée, produite donc par l'IA? Donc, beaucoup d'idées à réfléchir et on parle d'un avenir tout à fait proche, pas trop distant, et nous, ensemble, on essaie vraiment de forger, disons, une réalité nouvelle. Voilà pour aujourd'hui en ce qui concerne le contenu. Et maintenant, on a préparé une petite enquête ou sondage Mentimeter. Qu'est-ce qu'on fait? La médiation, qu'est-ce qu'elle est pour vous? De quoi s'agit-il? Et ici, dans le chatbox, j'ai mis un lien et vous pouvez cliquer sur ce lien et essayer de dire en un seul mot ou deux peut-être de quoi il s'agit quand vous dites médiation. De quoi s'agit-il? On a eu maintenant toutes ces informations sur le projet METLA, la médiation. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez juste faire référence à votre toute première réaction. Je pense que vous avez tous accès au lien maintenant et je vais après vous expliquer le résultat avec un nuage de mots. WordCloud. Ici, encore une fois, on a le lien dans le chat. Ici, donc, voyons si ça marche ou ça marche déjà. Très bien. On a déjà quelques résultats. Je peux vous les montrer. Est-ce qu'on attend peut-être juste 1 ou 2 minutes? Ici, vous avez ce nuage des mots. Donc, la médiation, qu'est-ce qu'elle est pour vous? Ici, on a ce nuage très joli et au cœur, on trouve compréhension, communication, empathie, partage, empathie, connexion, liaison, faciliter la communication, combler les lacunes, inclusion, collaboration, coopération, accessibilité, évaluation, lien. Tous ces termes bien pertinents. Et tout ça, c'est très proche des valeurs et de la mission du CELV.
promotes inclusion, cooperation, La médiation interaction. promeut l'inclusion, la coopération, In the middle, we always have l'interaction, understanding. comme I don't on know, voit Martha, if you ici. want to add something here. Any Mais further au cœur, on a comments toujours la on compréhension, n'est-ce what we pas? have here? Je ne sais pas, Magda, est-ce que tu veux rajouter des commentaires? C'est très intéressant ce résultat, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'on garde ceci. C'est vraiment très, très intéressant en termes de réponse. Mutual Et understanding. c'est une seule question, tout à fait. Parce que quelqu'un a posé cette question dans le chat. Compréhension mutuelle, We have more. Translanguaging. We have more coopération, than en fait, 150 participants. translangage. On a plus de 150 participants. Excellent. So we can share it through our website as well. This is a very interesting word cloud. I think we should Excellent. stop On sharing va now. partager ceci également à travers notre site internet parce que ça, And c'est give vraiment the un floor nuage to Susanna. très intéressant. Et Yes, maintenant, thank you very much on indeed. repasse la parole à Susanna. Thank you for this insightful and inspiring Oui, merci presentation, beaucoup. Maria Magdaleni. Merci, un And grand I merci, think Maria et that Magdalini, really pour interesting votre and also présentation instructive et private inspirante. presentation Je ne where you cache pas que j'ai trouvé la partie pratique de votre présentation sur la manière d'enseigner et d'évaluer la médiation particulièrement intéressante. Ça, c'est vraiment très, très important et intéressant. Merci beaucoup pour vos idées pour le travail en classe. Et je trouve également votre discussion sur l'IA et la médiation très intrigante. Tout d'abord, où trouve-t-on les langues pour les quelques tâches de médiation? Maria, est-ce que tu peux expliquer comment on trouve ceci? Oui, c'est pas trop difficile parce que on a les deux résultats au site internet. Tout d'abord, le guide pédagogique et après la banque de données de tâches METLA. Donc, si on clique sur la banque de données, Magda l'a présenté avec l'écran, une photo de l'écran et ça c'est comme un filtre. Et si l'on clique sur les langues qu'on veut inclure dans la tâche de médiation, la machine, disons, vous donnera les résultats demandés en combinant les deux ou même plusieurs langues. Mais vous pouvez également naviguer dans les tâches pour voir ce qui est plus pertinent pour vous en fonction du sujet ou choisir sur la base des possibilités de recherche. Donc, c'est à vous de décider comment vous l'adaptez, mais ça se fait très, très facilement et ça fonctionne très bien. Oui, tout à fait, merci. Ensuite, une autre question en ce qui concerne la banque de données, les tâches et ressources d'enseignement pour quelle tranche d'âge? Pour le primaire, début du primaire ou pour qui? Maybe Magdalene would like to reply here. We cannot hear you, Magda. If you could just... Donc peut-être toi, Maria? No. Oui, absolument. On a des tâches de médiation pour des tranches d'âge tout à fait différentes et vous trouverez des tâches de médiation pour les jeunes et les très jeunes apprenants. Mediation tasks for young learners, very young learners. Hear me now? Yeah. Magdalene, you can go on. Yeah, we can. So, can you hear me? Yes, we can. Yes. Je disais que toutes les ressources sont pour le primaire et le secondaire. Donc, oui, on a des tâches pour A1, donc ceux qui commencent dans une langue étrangère au primaire. Donc, je vois que vous êtes content. Oui, juste une troisième question, très brièvement, très intéressante.
n'avez-vous pas uniquement de la médiation monolingue? En Espagne, on fait de la médiation monolingue également. Par exemple, on explique les infos d'un article à notre fils âgé de 16 et les apprenants parfois ne partagent pas la même langue maternelle. Donc, deux questions combinées là, Maria. Le projet METLA se concentre sur la médiation interlangue, mais quand même, il y a des tâches et du matériel qui intègrent également la médiation intralinguistique. Donc, monolingue, si vous voulez. Donc là, les apprenants doivent faire quelque chose avec des textes sources en une langue, dans la même langue, ou bien pour transférer des infos dans une autre langue. Donc, on a également inclus cette composante, mais on se concentre avant tout sur la médiation interlangue. Et il y a le projet Vitbox, par exemple, et un autre projet encore qui se concentre plutôt sur la médiation intralinguistique. Merci. Peut-être une dernière question qui reprend le projet METLA. Quels sont les principaux défis pendant la mise en œuvre de METLA? Quels sont les obstacles à vaincre? Et un grand merci pour ce webinaire très intéressant, on l'a rajouté. Ça, c'est une question très intéressante et c'est quelque chose qu'on fait maintenant. C'est un article que j'ai écrit pour un magazine. Est-ce que Magdalini, tu nous expliques de quoi il s'agit là? Et est-ce qu'on peut également nous dire ce qu'on fait dans l'équipe METLA? Oui, oui, absolument. On est en train d'analyser les données. Donc, ce ne sont pas les seuls défis, mais également les avantages et les perspectives qu'on a quand on fait de telles tâches de médiation interlangue. Et c'est peut-être une surprise. On a les avantages, mais également des défis. Par exemple, comment adapte-t-on une activité, disons, à de différentes langues ou de différentes tranches d'âge? Et ça pourrait être un défi. On a vu que c'est également une occasion merveilleuse. Il y a des manières tout à fait différentes et la langue elle-même, c'est pas la même chose si on fait, disons, de l'anglais vers le grec ou du grec vers le finnois. Et la langue elle-même donne des occasions et des avantages pour certaines tâches, mais en même temps, la langue vous guide, vous oriente également parce que le sens n'est pas le même. Et les formes, disons, de politesse ne sont pas les mêmes. Les méthodes de communiquer ne sont pas les mêmes, et ainsi de suite. Tout ceci nous a fait penser à une compréhension approfondie, et on a besoin de partenaires également pour de telles tâches. Et ça ressort très clairement. On fait du remue-ménage avec d'autres, et cette collaboration aide vraiment quand on veut aborder les défis. Et il y a également des défis spécifiques aux cultures différentes, n'est-ce pas? Parce que ce ne sont pas les seules langues, mais également les cultures impliquées. Donc, c'était en fait difficile au début d'aborder ce volet du projet, donc pour combiner les langues en une seule tâche. Et une tâche peut-être englobe plus d'un seul élément. Oui, et on parle avec des enseignants. Quand on a analysé les données, on a vu que les enseignants savent plus que les concepteurs de matériel parce qu'ils connaissent leurs étudiants, leurs apprenants, leur contexte, leur langue, leurs destinataires, leur public, leurs apprenants. Donc, ils savent de quoi il s'agit et quels sont leurs besoins et quels sont les matériels qui sont les supports les plus appropriés. Nous, on a fait de la spéculation, mais eux, les enseignants, ils savent. Ils sont déjà donc beaucoup plus loin que nous.
Il y a également question sur les langues familiales, ceux qui viennent en classe avec leur propre langue, mais je pense que METLA a beaucoup également pour ce groupe cible, n'est-ce pas? Juste une petite phrase parce qu'on doit clore ce webinaire. Oui, il y a quelque chose là-dessus dans nos leçons pour voir There is an indication in our lessons pour quelles tâches on peut utiliser les langues familiales et some languages can be used c'est également important si on veut intégrer, par exemple, le grec, le finnois et la langue familiale des apprenants. Donc, nous sommes très, très flexibles et c'est pourquoi nos tâches sont tellement facilement adaptables, si j'ose dire. Oui, et c'est tout à fait important. On ne devrait pas limiter les langues à une certaine langue étrangère. On devrait plutôt ouvrir les classes pour que tous puissent vraiment contribuer. Ceci est comme cela, la médiation a vraiment une acception tellement large. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Donc, pour terminer ceci, je voudrais juste vous parler que tout a été enregistré, sera publié également et maintenant, c'est l'heure des messieurs. Un grand merci à nos intervenantes, Maria Strathopoulou et Magdalena Liondou, pour avoir partagé leur expertise en matière de médiation. Merci beaucoup pour votre expérience très, très profonde en médiation. Un grand merci également à notre interprète dévoué, Georg Heidoschik. Merci beaucoup pour avoir assuré donc la communication fluide. Je tiens également à remercier mes collègues du CLB qui ont travaillé en coulisses pour soutenir ce webinaire. Et enfin, merci à tous les participants d'avoir été présents aujourd'hui pour explorer comment la médiation peut favoriser la compréhension, la coopération et la culture de la démocratie dans l'enseignement des langues. Donc, je dis au revoir et restons en contact grâce à la communauté du CELB. Merci beaucoup et au revoir. The ECML community. Thanks for joining. Bye.